Bonjour à tous et donc bienvenue à cette nouvelle édition de Science on tourne, la dernière. Forcément la dernière, puisque dans 2 jours, ça sera la fin du monde. En tout cas, c'est ce que croit, selon certaines études, c'est ce que croit 1% de la population quand même, c'est pas négligeable. Alors je pense qu'ici, à l'EPFL, il y a peut-être une statistique un petit peu plus faible, donc on va pas s'attarder sur la réalité ou pas de cette fin du monde. On va plutôt s'intéresser à la vraie fin du monde, celle qui est prévue par les scientifiques. Avec vous, Sylvia Ekström, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de l'Université de Genève et vous allez nous dire en fait finalement pas tellement si on va tous mourir un jour, mais plutôt quand on va tous mourir, peut-être. Et puis on abordera aussi la question d'un point de vue plus philosophique avec vous, Jean Kaempfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de littérature française à l'Université de Lausanne, ici à côté. Et pour vous, la fin du monde ne viendra pas nécessairement de la nature, mais peut-être plutôt de l'homme. On aura l'occasion de discuter de tout ça pendant la demi-heure qui vient. Une demi-heure où on va débattre de ce sujet. Et puis ensuite, vous tous, vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête à nos 2 invités pendant un quart d'heure à la fin de ce Science on tourne. Mais peut-être, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question. Bon, on ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être que vendredi, ça sera vraiment la fin du monde. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre dernière journée, vendredi? Sylvia Ekström, vous avez une idée? Très difficile à répondre. Rien de spécial, je pense savourer la vie comme... oui. Si un jour on savait que c'était la fin du monde? Aller me promener, je sais pas. Très difficile à dire, je ne saurais pas dire. Et vous, Jean Kaempfer? Moi, je fais à manger chez moi, donc je ferai un excellent repas à mes filles et à mon épouse, et à moi-même par la même occasion. Bon, très bien, la bouffe avant tout. Sylvia Ekström, on l'a dit, vous êtes donc astronome à l'Observatoire de l'Université de Genève. Parmi les différents scénarios de catastrophe du 21 décembre, il y a éventuellement la chute d'une météorite sur Terre. Ça, c'est un scénario que les scientifiques prennent très au sérieux. C'est possible un jour que la vie disparaisse à cause d'une météorite qui tomberait sur Terre ? Alors que la vie disparaisse, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, c'est arrivé régulièrement dans le passé. Et la vie, une fois qu'elle était installée sur la planète, a continué malgré cela. La plupart du temps, ça peut être très difficile sur les terres émergées. En revanche, au fond des océans, quelque chose peut continuer la plupart du temps. Évidemment, ça dépend un petit peu de la catastrophe, mais donc éradiquer la vie elle-même, vraisemblablement non. En revanche, éradiquer une certaine vie pluricellulaire comme celle qui nous intéresse quand on parle de la vie, on s'intéresse rarement aux microbes quand on parle de la vie. Eux, ils vont passer à travers tout. Les pluricellulaires, nettement moins, ça peut être beaucoup plus difficile pour eux. Mais c'est jamais arrivé que la vie disparaisse complètement, non. Mais 90% des espèces ont disparu. Absolument. Avec les dinosaures. Ah oui, non, ça peut être très radical. Ouais. Et pour ça, il faut un très très gros astéroïde qui tombe sur Terre ? Gros astéroïdes, plus vraisemblablement d'autres facteurs. Je pense que la plupart des très très grosses extinctions sont plurifactorielles. Il faudrait demander à un biologiste, ça, précisément. J'imagine que la météorite, c'est un des aspects de la chose. Typiquement, pour l'extinction des dinosaures, on sait qu'il y a eu vraisemblablement simultanément, ou peut-être à cause de ça, mais disons, ces épanchements de lave en Inde, sur le plateau du Décan, et les dégazages de cette lave ont fait sans doute pratiquement plus de dégâts que l'impact de la météorite elle-même, qui était plus localisé dans un certain sens. Si un jour, ou mettons aujourd'hui, on se dit, tiens, les Aztèques avaient raison, on voit un énorme astéroïde qui est en train de nous foncer dessus, dans 2 jours, il frappe la Terre. On peut faire quelque chose ? Non, dans 2 jours, non. La science-fiction s'en est emparée, mais scientifiquement, on peut réagir ? Alors déjà, si c'est vraiment quelque chose de très gros, on le verrait plus que 2 jours avant. Parce qu'on surveille. Parce qu'il y a des équipes qui surveillent en permanence. Il y a une espèce En fait, il y a plein de choses dans le système solaire qu'on ne connaît encore pas. Et donc, il y a toutes sortes d'études tout à fait scientifiques qui étudient le ciel et tous les objets qui bougent de manière différente que les étoiles, qui sont plus ou moins fixes à notre échelle de temps. Et donc, il y a ces surveys systématiques qui vont essayer de voir si on n'arrive pas à détecter de nouveaux corps dans le système solaire. Donc il y a une recherche systématique et dès qu'on a un objet qui bouge de manière inhabituelle, on va essayer de déterminer son orbite et donc ça va nous permettre de savoir s'il est menaçant entre guillemets pour la Terre ou pas. Donc il y a des équipes scientifiques qui sont vraiment en charge de faire ça.
Et ils voient quelque chose. Enfin, est-ce qu'on connaît aujourd'hui des astéroïdes qui croisent éventuellement l'orbite de la Terre? Alors on en connaît à peu près 2000 qui font plus que quelques kilomètres de dimension, qui sont potentiellement à croiser la Terre, qui peuvent potentiellement... C'est énorme, 2000. Oui, c'est énorme, oui. Oui, il y a plein de choses dans le système solaire. Maintenant, pour qu'il y ait impact, il faut quand même beaucoup d'autres conditions. Enfin, il faut non seulement qu'ils croisent la Terre, mais qu'ils croisent la Terre là où elle est, au moment où elle est. et voilà, donc ça, on a une espèce de lien entre la taille de l'objet et les fréquences de chute sur Terre. Évidemment, plus vous parlez d'un objet gros, moins c'est fréquent. Et il faut savoir que à peu près tout ce qui est plus petit qu'un autocar est vaporisé par le frottement au moment d'entrer dans l'atmosphère. Donc aucune conséquence. Donc l'atmosphère nous protège de tout ce qui est plus petit qu'un autocar. En fait, il faudrait plus qu'un autocar qui nous tombe sur la tête pour que ça commence à vraiment faire des dégâts et que l'atmosphère n'ait pas réussi à le disperser. Mais est-ce qu'on a des probabilités, des statistiques sur une potentielle chute d'astéroïdes dangereux sur la Terre? Est-ce qu'il faut paniquer ou pas? Alors paniquer, ça sert strictement à rien parce que ça va juste vous gâcher les derniers moments. Mais c'est clair que c'est arrivé par le passé, ça arrivera. Maintenant, c'est dans des échelles de l'ordre du million d'années, et je pense qu'on risque d'avoir des pépins. Enfin, monsieur en parlera bien mieux que moi, bien avant le million d'années. Mais effectivement, dans cet ordre de grandeur-là, on peut s'attendre à une chute importante d'un astéroïde. Donc ça, c'est un risque potentiel. Bon, ça fait 65 millions d'années qu'il n'y en a pas eu qui étaient complètement destructeurs. Voilà. Donc si vous dites la statistique, c'est des millions d'années, ça devrait venir bientôt, là. Ouais, pour les gros comme ça, c'est à peu près tous les 100 millions d'années. Donc, on est tranquille. Mais bon, c'est pas une horloge atomique, hein. C'est pas 100 millions d'années pile, pouf, ça retombe. Oui. Forcément. Alors, une chute d'astéroïdes, ça c'est une fin potentielle de la vie, ou en tout cas de l'humanité. Il y en a d'autres. Le Soleil, notre étoile, n'est pas éternelle. Elle pourrait aussi signer le glas de la vie sur Terre? Alors bien sûr, c'est la première chose à laquelle on pense parce qu'on considère souvent de manière assez simple que c'est grâce au Soleil que la vie est possible sur Terre. C'est clair qu'il y participe, mais c'est pas la source principale d'énergie c'est une des sources d'énergie qui permet la vie sur Terre, mais c'est de loin pas la seule. Et surtout, on pourrait vivre sans? Alors, on pourrait vivre plus loin, disons. Il y a des scénarios dans lesquels la vie serait possible sur, par exemple, des satellites de grosses planètes qui seraient uniquement chauffés par un phénomène de marée intérieure, en fait. La chaleur interne d'une planète peut en principe être suffisante si elle dure. En fait, le problème, c'est toujours la durée. Quand vous avez les planètes se forment, elles sont très chaudes au moment où elles se forment, elles vont se refroidir progressivement, et il faut juste qu'elles se refroidissent suffisamment lentement pour que la vie ait le temps d'émerger. Donc, en gros, oui, ce serait possible, par les forces de marée d'une planète géante, par exemple, d'avoir suffisamment d'énergie sur la planète pour qu'il y ait une possibilité de vie. Maintenant, à quel point elle se développerait, ça c'est encore une autre question. Mais bref, donc on a l'habitude de se dire, oui, quand le Soleil sera mort, on sera mort. En fait, on va mourir bien avant. La fin du Soleil, c'est dans à peu près 5 milliards d'années, mais on aura des problèmes bien avant ça. C'est-à-dire que la biosphère sera en danger bien avant ça. Parce que le Soleil grossit... La luminosité du Soleil augmente très progressivement, et d'ici quelques temps, on va sortir de ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire que l'énergie que le Soleil nous envoie va être suffisante pour en fait nous faire perdre notre atmosphère protectrice. Et donc, et ce scénario-là, il est à 2 milliards d'années. Déjà, c'est plus les 5 milliards d'années de mort du Soleil. Entre 1 et 2 milliards d'années selon comment on regarde les choses et si on tient compte toutes sortes de feedback ou pas. Et donc, en fait, la fin du Soleil ne va pas marquer notre fin. Notre fin sera bien avant. Encore. Autre scénario possible, est-ce qu'un éventuel trou noir pourrait passer à proximité de la Terre, aspirer la Terre et puis la détruire littéralement? Parce qu'on sait qu'il y a des trous noirs qui se baladent comme ça un peu dans la galaxie. Il y a des trous noirs qui se baladent, simplement dans la galaxie, les choses sont relativement bien ordonnées. Vous n'avez pas des corps qui voyagent n'importe comment dans la galaxie. En gros, la galaxie, c'est une espèce de disque dans lequel tout tourne de manière relativement organisée. Bien sûr, il n'y a pas que le disque, il y a aussi des étoiles qui vont un peu dans d'autres sens, mais
une galaxie, c'est essentiellement que du vide, donc les distances entre les corps sont gigantesques. Il y a des étoiles qui terminent leur vie en trous noirs, et donc il y a des trous noirs dans la galaxie, des trous noirs de dimension stellaire, je dirais, d'origine stellaire. Mais déjà, les distances sont gigantesques, et un trou noir n'a un rayon d'action très limité. Je prends souvent l'exemple de l'aspirateur. Si vous voulez nettoyer votre maison, vous n'allez pas juste allumer l'aspirateur et l'appuyer contre le mur et partir boire un café. Alors moi, c'est ce que je fais, mais ma femme n'aime pas du tout. Voilà. En principe, vous devez passer l'aspirateur pour arriver à nettoyer les choses. Ça. Et donc, le trou noir, il va avoir son rayon d'action dans lequel, effectivement, si par manque de chance, vous tombez dedans, oui, effectivement, vous allez avoir des pépins. Mais ce rayon d'action est très, très petit. Oui, donc la probabilité d'une rencontre est c'est faible. Oui, c'est possible, mais c'est extrêmement faible. Oui. Et une supernova, une étoile qui exploserait pas loin de chez nous? Alors, pour les supernovas, on a une espèce d'ordre de grandeur qui dit que si elle se passe à moins de 100 années-lumière, on risque d'avoir des pépins. Alors, 100 années-lumière, ça représente... Beaucoup de kilomètres. C'est vraiment... Pour vous donner un exemple, on cite souvent Bételgeuse, qui est une étoile qui est dans une phase de sa vie où vraisemblablement elle peut exploser en supernova, peut-être demain, peut-être dans 3 millions d'années. Non, peut-être pas 3 millions, 1 ou 2 millions d'années. On ne sait pas exactement parce qu'elle est dans une phase de sa vie, on ne peut pas exactement savoir où elle en est. Mais cette étoile-là, par exemple, elle est trop lointaine. Bételgeuse, c'est la géante rouge dans Orion, qu'on voit très très bien. Avec les 3 étoiles, la ceinture, et elle a cette géante rouge qui est très 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 visible comme ça. Et cette étoile-là, elle est à peu près 6 fois trop éloignée en fait pour vraiment être dangereuse, même si elle explosait en supernova. Ce serait un magnifique spectacle. Mais voilà. Ça alors si on avait problème. une qui était proche, là, il se passerait quoi? En dessous de 100 années-lumière, on estime que le rayonnement gamma détruirait l'atmosphère et la biosphère, en fait. Donc rayonnement gamma, des rayons encore plus énergétiques que les rayons X, voilà. Donc vraiment très néfastes finalement pour... Qui stérilise la surface de la Terre. Ouais. Mais 100 années... il y en a des étoiles, il y en a beaucoup des étoiles dans un rayon de 100 années-lumière. Oui, mais pas des grosses. Ah, et seulement les grosses vont exploser en supernova. Il n'y a que les grosses qui vont faire une supernova, oui. D'accord, donc on a peu de risques à ce niveau-là. À ce niveau-là, il n'y a pas de candidat supernova qui soit menaçant pour nous. Donc finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose du ciel qui pourrait signer l'arrêt de la vie sur Terre. Et donc vous avez une autre théorie. Si ça ne vient pas du ciel, ça viendra d'en bas? C'est pas moi qui ai cette théorie-là, mais disons, on sait que, si vous voulez... la possibilité de vie sur Terre est très liée à l'effet de serre qu'on y a. En ce moment, on parle de l'effet de serre surtout en termes négatifs parce qu'on est en train de rajouter quelque chose dans un rythme qui n'est pas naturel. Donc tous les mécanismes de feedback naturels ne peuvent plus œuvrer en fait. Mais à la base, l'effet de serre est indispensable pour la vie. Et la présence de l'atmosphère telle qu'elle est, protectrice, est indispensable pour la vie émergée, disons. Mais l'effet de serre est indispensable pour la température à la surface de la Terre. Et cet effet de serre, il est possible grâce au recyclage des gaz à effet de serre. Et ce recyclage est fait par le volcanisme. Et donc, en fait, c'est le volcanisme qui permet le maintien de conditions viables sur Terre. Et en l'occurrence, le volcanisme, il est dû en partie à la dissipation de la chaleur de la formation de la Terre, mais il est en bonne partie prolongé grâce aux désintégrations radioactives qui a lieu dans le noyau terrestre. Donc c'est principalement ça qui chauffe le centre de la Terre et qui donc permet le volcanisme. Et en fait, cette désintégration radioactive, elle va s'arrêter. Forcément, il y aura bien un jour où tout se sera désintégré. Et cette fin peut être beaucoup plus proche, ça peut être plus de l'ordre d'un petit milliard d'années, où en fait le volcanisme s'arrêtera. Et donc, de manière très naturelle, le CO2, qui est un des bons facteurs de l'effet de serre, va être lessivé, va intégrer les roches, et donc il ne sera plus dans l'atmosphère. Et donc ça veut dire que la vie disparaîtra à ce moment-là, toute forme de vie, ou on peut imaginer que la vie s'adapte finalement au manque de CO2, ou on pense que la vie n'est pas possible s'il n'y a pas de volcanisme? Le problème, c'est que du coup, la Terre va geler. Ouais. Oui, donc si on n'a pas d'eau liquide... Voilà, s'il n'y a plus d'eau liquide, ça peut être gênant.
bien sûr, ça va correspondre aussi à un stade où, justement, comme je vous ai dit, le soleil va être plus chaud. Donc ça peut se compenser. Il y a peut-être une phase où ça peut se compenser. En revanche, oui, si vraiment on n'a plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est clair qu'il faudra envisager la vie qu'au tout très très profond des océans. Et des formes de vie très simples qui peuvent fonctionner sur autre chose que la lumière solaire, donc plus de photosynthèse, plus de vie basée sur la photosynthèse. Et en fait, on est tous dépendants de cette vie-là, puisque c'est les végétaux qu'on mange, en fait, ou que mangent les animaux qu'on mange. Donc sans organismes photosynthétiques, la vie telle qu'on la comprend maintenant n'est plus possible, et il ne reste plus que la vie telle qu'elle était au tout début. Alors, cette vie, justement, on cherche de la vie ailleurs dans l'univers. On cherche des formes de vie peut-être très primitives, mais on cherche aussi des formes de vie intelligentes en écoutant le ciel, en voyant s'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de communiquer avec nous. Ça fait quoi ? Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on cherche ces formes de vie. On n'a jamais rien reçu comme message extraterrestre qui dirait « Coucou, on est là, est-ce que vous voulez nous dire aussi bonjour ?» On n'a jamais rien reçu. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a personne ailleurs qui a atteint un certain stade de technologie qui serait capable de communiquer, et que donc, si la vie se développe peut-être partout dans l'univers, elle avance, elle progresse, elle développe une technologie, et puis une fois qu'elle a atteint un certain stade technologique, elle s'arrête. Il y a une fin du monde liée à, je ne sais pas, aujourd'hui on pourrait tuer tout le monde sur Terre avec des bombes atomiques par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer que le fait de ne pas entendre de messages extraterrestres signifierait que la fin du monde d'une civilisation est assez proche quand elle est aussi développée que la nôtre ? Je pense que c'est intéressant de garder cette idée philosophiquement pour essayer de ne pas faire de bêtises. C'est pas forcément la seule explication. C'est vrai que typiquement, donc c'est un chercheur un physicien qui s'appelait Fermi, Enrico Fermi, qui a posé ce paradoxe en disant si on calcule le temps qu'il faut pour coloniser le système solaire pour une civilisation extrêmement technologique, c'est de l'ordre, lui calculait de l'ordre d'à peu près 200 millions d'années, donc c'est extrêmement court à l'échelle de temps de la galaxie qui vit sur des échelles de temps de milliards et d'une dizaine de milliards d'années. Et donc le fait qu'ils aient eu largement le temps de tout coloniser et qu'on ne les voit pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est justement la preuve que c'est pas possible ? Déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects pour répondre à cette question. Le fait qu'effectivement, quand on est devenu trop technologique, on s'autodétruit rapidement, c'est une hypothèse qui est tout à fait sérieusement à envisager, et vous nous en parlerez tout à l'heure. Ouais. Je pense que, en tout cas, on est le seul exemple de vie technologique qu'on ait. Donc, c'est difficile de faire des statistiques sur un cas, c'est même impossible. Mais disons, oui, c'est clairement envisageable. Une autre solution, c'est que ces voyages interstellaires ne sont pas possibles, ne sont pas envisageables, ou en tout cas coûtent tellement cher qu'aucune civilisation ne va assumer un coût pareil. Et donc, on reste chacun chez soi. Maintenant, c'est clair que si on reste chacun chez soi, on pourrait se dire, oui, mais on devrait alors s'entendre à distance. Typiquement, je sais que beaucoup de gens pensent que oui, mais nous, avec la télévision, on émet des ondes dans l'espace, donc on doit être audible. Mais on n'est pas audible très loin. On est audible à quelques années-lumière. Au-delà de ça, c'est pas un signal. Le signal qu'on émet avec la télévision ou la radio ou comme ça dans les ondes, c'est pas un signal qui est fait pour voyager loin. Il n'est pas du tout cohérent pour aller très très loin. Il est diffus et il est faible. Enfin, sinon, on serait complètement gaillouf. Enfin, je veux dire, c'est pas fait pour qu'on reçoive des ondes terribles autour de nous. C'est vraiment juste fait pour transformer un signal. Et donc, l'émission est faible. Et donc, cette émission-là, vous la diluez en R carré dans l'espace, en 1 sur R carré plutôt. Forcément, très très vite, vous n'avez plus rien. Donc nous, on n'est pas audible très très loin, alors qu'on fait beaucoup de bruit sur Terre. Je veux dire, les astronomes s'en lamentent suffisamment avec toutes ces communications. Il y a des fenêtres entières de micro-ondes et d'ondes radio qui nous sont plus accessibles depuis la Terre à cause du bruit qu'on fait. C'est un bruit très local, très très local. Jean Kampfer, ça vous parle, ce paradoxe de Fermi ? En tant que passionné de philosophie. Je pensais, pendant que vous l'exposiez, à un roman de science-fiction
qui s'interroge sur la question du pacifisme. C'est-à-dire qu'il part de l'idée, et dans le roman la chose a eu lieu, une catastrophe de type nucléaire a détruit une grande partie de l'humanité. L'humanité qui se refonde à partir de là choisit de supprimer ou essaye de supprimer l'agressivité chez les êtres humains sur la base d'une théorie assez curieuse qui est que notre agressivité est liée à nos membres. Si nous avons envie de taper, c'est parce que nous avons un point pour taper. Donc la solution, c'est l'ablation des membres et c'est une solution qui est essayée dans le roman. Les personnes dont on a enlevé les bras et les jambes acquièrent des membres artificiels, mais ils n'ont plus la possibilité, disons, organique d'être agressifs. Il se trouve qu'au bout du compte, ça ne marche pas, parce que un des grands pays belligérants de cette société choisit d'utiliser ses membres, qui sont parfaitement mobiles par ailleurs, à des fins militaires, et l'histoire recommence. C'est aussi la vieille histoire que racontait Freud dans le malaise dans la civilisation. Il disait, voilà, c'est ces fameuses grandes pulsions, Eros et Thanatos. Donc Eros, c'est très bien, c'est une force de liaison sociale. Mais Freud dit, ça risque d'aller aussi si loin que finalement, on ne va plus se distinguer, nous, l'humanité, d'un polypier ou d'une termitière. Tant les liens seront forts, et donc nous constituerons chacun, tant que nous sommes, une cellule d'un organisme érotiquement, au sens de Eros, lié. Et Freud dit, est-ce que nous voulons ça? Est-ce que nous voulons devenir des termites? Et si nous ne le voulons pas, et c'est un peu paradoxal et presque scandaleux de le dire, si nous ne le voulons pas, c'est aussi parce que nous ne le pouvons pas, parce que l'agressivité en nous, Thanatos, l'instinct de mort, est non éradicable. Ou alors, si on l'éradique, on devient ces êtres à qui on a coupé les bras et les jambes. Donc il y a une sorte de fatalité de l'agressivité, et du coup la théorie de Fermi tient. Elle tient la route. Ah ouais. oui, ah oui. Alors dans cet ouvrage de science-fiction, vous dites guerre atomique, des bombes atomiques partout. Ça, c'est un scénario possible pour la fin du monde. Est-ce qu'on imagine qu'un jour il pourrait y avoir une guerre atomique et que l'humanité, on va dire peut-être pas la vie, mais l'humanité disparaisse sur Terre à cause de ça? Oui, c'est un scénario qui a eu une réelle consistance historique dans les années 50-60. Après Hiroshima, toute la planète s'est mise à construire des armes atomiques, et avant qu'on aboutisse dans les années 70 à une sorte d'équilibre de la terreur, l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale, d'une guerre mondiale nucléaire, n'était pas du tout une hypothèse farfelue. Vous savez peut-être que dans les années 60, l'Europe avait été choisie par les deux grandes puissances de l'époque, l'URSS et les États-Unis, comme un théâtre des opérations. Et les États-Unis avaient prévu, il y a eu des manifestations en Allemagne, avaient prévu de déployer une série de missiles nucléaires tactiques en Allemagne. C'était l'affaire des Pershing. Donc, dans les années 60, l'hypothèse d'une apocalypse nucléaire était parfaitement pensable. Et du coup, elle a été pensée. Et on la retrouve un peu partout, dans les films, la littérature. Alors on trouve ça. Il y a une inflation de romans de science-fiction apocalyptiques ou post-apocalyptiques dans les années 60. C'est énorme. En Amérique, en France, l'auteur surtout connu, c'est Barjavel, qui a écrit toute une série de romans de science-fiction post-apocalyptiques. Et puis ça a aussi donné lieu à une réflexion chez les philosophes. Et je peux en citer un, peut-être, si vous le voulez bien, oui. qui est, pas ça a des conséquences. Hiroshima, et puis la bombe atomique, c'est une assez bonne approximation pour une apocalypse anthropogénérée. Ça ne nous vient pas du ciel, d'un Dieu vengeur, ça nous vient de nous-mêmes.
Et du coup, si on essaye de réfléchir à cette possibilité philosophiquement, dans le cadre de la philosophie morale, de la philosophie éthique, ça met en question, ou ça pose la question de notre responsabilité. Et dans les années 70, un philosophe allemand, que les juristes connaissent bien, qui s'appelle Hans Jonas, écrit un livre qui s'appelle « Principe responsabilité ». Et ce livre est nourri d'une réflexion sur la possibilité d'une catastrophe nucléaire. Alors Jonas dit ceci, depuis en gros le XVIIe siècle, la pensée rationnelle qui nous a permis de conquérir le monde, de le peupler de machines, depuis le triomphe de ce qu'on appelle Homo faber, l'homme qui fait, qui domestique la nature, nous sommes arrivés avec la bombe atomique à une situation paradoxale, c'est que Homo faber a dépassé les possibilités d'intelligence d'Homo sapiens. Si j'essaye de penser la technologie mise à disposition, je n'y arrive plus, dit Hans Jonas. C'est la situation, il dit c'est Prométhée déchaîné. Nous avons conquis toute la nature, mais nous n'arrivons plus à penser véritablement à long terme ce dont sont capables les machines que nous avons produites. Et donc, que dira Hans Jonas? Si on veut essayer de rester éthique, c'est-à-dire si on veut essayer de continuer à être responsable de nos actes, il faut que nous imaginions à très très long terme les conséquences de nos actes. Et cela, dit-il, n'est pas possible par la raison, parce que nous sommes dépassés par la possibilité, entre autres, de la catastrophe totale. Et donc, il dit, il faut essayer d'user d'imagination, d'où, dit-il, le recours à la littérature de science-fiction. Donc voilà un philosophe qui dit, moi je peux l'essentiel de la science-fiction. Voilà, je peux plus penser les choses, j'ai pas les moyens, je peux juste dire, il faut qu'on essaye d'être responsable à long terme, et il dit, il faut mettre en place, c'est son expression, une heuristique de la peur. Il dit, la vie humaine, on sait ce que ça vaut parce qu'on peut me l'enlever. De la même façon, le monde, on sait ce qu'il vaut parce qu'il pourrait être détruit. Donc il faut une science-fiction très dysphorique, très dystopique. Et l'exemple qu'il donne, c'est Brave New World de Huxley, qui montre un monde affreux. Et c'est en montrant par la fiction des mondes tels qu'ils pourraient le devenir si nous laissons la technologie en roue libre, c'est en nous montrant cela qu'aujourd'hui, nous pourrons éventuellement nous responsabiliser par rapport aux possibilités de la technique. Alors effectivement, on parle beaucoup dans la science-fiction de cette fin du monde. C'est aussi quelque chose qui est récurrent. Je sais pas, tous les 10 ans, on a l'impression qu'on nous annonce une nouvelle fin du monde. On a besoin de se faire peur comme ça. Pourquoi l'homme cherche à toujours annoncer, à prédire cette fin du monde? D'où est-ce que ça vient? Oui, je crois qu'une des raisons est liée à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, l'homme se met dans la situation paradoxale de faire des choses qu'il n'a plus les moyens de conceptualiser. C'est en gros la thèse de Jonas. Un autre philosophe de la même époque, qui s'appelle Günther Anders, il a été l'époux de Hannah Arendt, peut-être ce nom vous est-il connu, Hannah Arendt. Eh bien, Günther Anders dit nous vivons dans une situation de honte prométhéenne. C'est-à-dire que nous avons honte, comme humains, d'avoir créé des machines qui peuvent mieux et plus faire que nous. Et donc, c'est face à cette situation de déréliction humaine que l'imagination de la catastrophe s'impose. Voilà. Et puis, une autre raison, je pense, c'est c'est un argument de type sacrificiel. Nous sommes en train de ficher en l'air la planète avec la façon inconsidérée dont nous l'exploitons, etc. Donc nous méritons une sorte de châtiment. Et je pense que la science-fiction vient nourrir, mettre en question, mettre en crise ces
ces inquiétudes ou ces culpabilités qui sont les nôtres par rapport à ce que nous sommes en train de faire du monde. On pourrait pas imaginer aussi qu'il y a des raisons économiques finalement. Ça a bien arrangé Hollywood que quand il sortait son film 2012, qu'on annonce la fin du monde en 2012 et puis voilà, ça part comme ça fait le buzz et ça arrange bien des gens d'annoncer ces fins du monde. Il y a toujours des gens qui en profitent. Ah bah oui, il y a des gens qui en profitent. Ça ne fait qu'accélérer ce sentiment de honte que nous méritons. On n'a pas profité d'une catastrophe. Mais évidemment que c'est un facteur qui est venu se surajouter. Le capitalisme ayant cette inventivité constante de faire profit de tout. Et il fait profit ici d'une peur ou d'une culpabilité, comme je le disais. D'une peur qui n'est partagée finalement que par assez peu de monde, puisqu'on parle seulement de 1% des gens qui croient à cette fin du monde. Mais 1%, vous trouvez que c'est beaucoup ? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Imaginez, là on est 50, il y en a... il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bon zut. Peut-être qu'il y en a. Il y en a un ou deux tout de même. C'est énorme, oui. C'est énorme. Ok, merci beaucoup pour toutes vos explications. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci. Merci. Et puis maintenant il y a un micro qui va se balader, donc si parmi vous il y a des questions pour nos deux invités, donc Sylvia Ekström et Jean Comfer, à propos de cette fin du monde, ou une autre fin du monde, ou une potentielle fin du monde. Voilà. Moi j'avais une question par rapport au calendrier Maya. En fait, je voulais savoir comment le calendrier fonctionnait, quels étaient les outils des Mayas et quelles étaient leurs philosophies après tout, parce que c'est surtout le sujet même en fait de dans 2 jours. Donc je voulais juste m'informer sur ce que la civilisation avait fait, quels étaient leurs outils. Vous voulez répondre ? Je suis vraiment pas du tout une spécialiste des Mayas. Il y a juste quelques notions qui peuvent être intéressantes à prendre en compte si on estime qu'ils ont prédit la fin du monde, ce qui est à mon avis complètement faux. Ils ont un calendrier cyclique avec des cycles assez compliqués, qui est un peu comme si nous on tenait en compte dans notre calendrier aussi de la configuration Soleil-Terre-Lune et qu'on rajoutait un cycle comme ça de 19 ans ou des choses comme ça. On pourrait avoir un calendrier cyclique aussi compliqué que le leur. Donc ils avaient un calendrier cyclique compliqué, et forcément quand vous avez un calendrier cyclique, il y a bien des moments où tous les cycles se remettent à zéro. Et c'est ce qui soi-disant se passe cette année. Il y a des controverses sur l'année réelle. En revanche, ce qu'on peut dire, parce que j'ai souvent entendu dire que oui, ils avaient des moyens exceptionnels de connaissances et tout astronomiques, c'est vrai que pour l'époque, ils avaient très très bien observé le ciel et ils connaissaient très bien la mécanique céleste, comme d'autres civilisations de cette époque-là. Donc ils avaient des bonnes connaissances astronomiques et ce calendrier très compliqué. On va quand même mentionner que pour eux, le monde a été créé il y a 5000 ans. Or, on sait que le monde est très largement plus vieux que ça, donc se dire que des gens pour qui le monde est créé il y a 5000 ans peuvent prédire que le monde va finir en 2012, voilà, à qui on donne crédit, je pense que ils avaient leur vision du monde, ils ne trouvaient pas pertinent de faire commencer leur calendrier avant il y a 5000 ans, ils ne trouvaient pas pertinent de le faire continuer au-delà de ce dernier cycle parce qu'ils trouvaient que c'était déjà très loin par rapport à ce qu'ils pouvaient prévoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ont prédit la fin du monde. Je pense que il n'est pas fait mention de ça, en fait. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de prédiction. Il n'y a pas de prophétie maya, en fait. Il y a simplement un calendrier cyclique qui se remet à zéro, comme tout calendrier cyclique. Je veux dire, on ne fait pas la fin du monde tous les 31 décembre. Notre calendrier se met à zéro le 31 décembre. Voilà. Donc, voilà, on ne panique pas et tout se passe bien, quoi. On se réveille le lendemain. Et à ma connaissance, c'est vraiment ce phénomène-là, simplement de mise à zéro, et le fait qu'ils n'aient pas donné un nom au cycle suivant, c'était simplement que ça ne leur semblait pas pertinent de donner un nom si loin dans le temps. Et en plus, vous parliez du film 2012, toute Internet est parti en vrille en 2010, l'année de sortie de ce film, genre 3 mois avant que le film sorte. Donc, à mon sens, c'est de la promotion hollywoodienne. C'est de la manipulation. Dure. Ouais. Et ils ont les moyens de faire des pseudo-reportages sur plusieurs sites internet différents et de faire cette espèce de buzz, voilà. Et donc ensuite, alors ils sont partis chercher la Pity, je sais pas, tout le monde a prédit, Nostradamus avait prédit aussi, et la Pity, Adelphes et je sais pas qui d'autre encore aurait prédit cette fin du monde. Enfin, à partir du moment où on commence à délirer, on peut délirer très loin. Je veux dire, il y a pas de souci, on peut aller faire dire à n'importe qui n'importe quoi.
Donc les Mayas eux-mêmes, je ne suis pas du tout sûre qu'ils avaient une philosophie comme quoi le monde allait finir maintenant. Je pense que non, ce n'est pas le cas. Jean Comfer, vous y ajouter quelque chose? Oui, juste un mot à propos du monde qui a commencé il y a 5000 ans. Je rappellerai que jusqu'au XVIIe siècle, en tout cas, les catholiques et les chrétiens pensaient que le monde avait commencé il y a 5435 ans. Il y avait un calcul 12 octobre. Voilà, il y avait un calcul très exact qu'on trouve chez Bossuet et on peut remonter à la semaine de la création, semaine par semaine. C'était l'addition de l'âge de tous les saints. Oui, c'est ça. Oui, oui, Voilà, les patriarches. voilà. Et cette croyance est encore partagée par les créationnistes aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a énormément de gens qui s'évertuent à vous expliquer comment les dinosaures ont été possibles il y a 3000 ans et non pas ce qu'on sait. Parce qu'il faut bien les caser. Donc là, vous êtes en train de me dire que mon argument, en fait, il va alimenter plutôt ces personnes pour penser que la fin du monde, effectivement. En effet, si ça commence il y a 5000 ans, il y a de bonnes raisons que ça se termine plus tôt que vous avec votre temps cosmique. Eh oui. D'autres questions? Je voulais savoir, outre le fait que, soi-disant, Hollywood ait fait le buzz sur Internet, comment est-ce qu'on peut expliquer que autant de monde porte crédit à cette soi-disant fin du monde? Parce que je pense pas que Internet peut faire autant d'effets quand même. C'est un des arguments, un des piliers, mais je pense pas que c'est l'unique raison qui fait que 1% de la population croit à cette fin du monde. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Jean Comfer, vous avez une idée? Oui, j'essaye d'en avoir une. Je pense qu'il y a un facteur de psychologie sociale. Hein. Si je regarde un peu ces livres post-apocalyptiques que j'ai lus, ils sont fondés sur une sorte de crainte irrationnelle que ça... Dans les années 60, elle était rationnelle. La fin du monde, la Troisième Guerre mondiale, était une donnée parfaitement tangible et présente. Je pense que ce besoin d'imaginer sa fin et d'une certaine façon de la vouloir est lié, alors ça la psychanalyse le montrerait sans doute, au travail en nous de la pulsion de mort et de la volonté, parce que c'est fatigant d'une certaine façon de vivre. On est constamment obligé de se ramasser, de réunir des choses éparses, c'est difficile, Eros, hein, au sens de Freud. Alors, il y a une sorte de repos extraordinaire dans l'idée qu'enfin, on peut se laisser aller à l'irresponsabilité, à la fatalité des choses. Et je pense que ce facteur, enfin le repos, enfin plus cette fatigue de vivre, peut être une motivation profonde à cela. Mais c'est une hypothèse qui m'arrive parce que vous posez la question. Je ne suis pas spécialiste. Hein. Ouais, on adore se faire peur. Au veillées, au Moyen-Âge, on se racontait des histoires épouvantables. Hein. Et je pense qu'il y a cet aspect d'être celui qui peut raconter quelque chose d'horrible. C'est une espèce de puissance sociale qui fait que vraisemblablement, beaucoup de gens aiment ça. Bon, ils aiment, ça ne veut pas dire qu'ils y croient. Non, pas forcément, mais du coup, ça alimente, ça fait qu'il y a encore une autre source qui dit la même chose. Et à force qu'il y ait plusieurs sources qui viennent dire la même chose, on se dit, ça doit être vrai. D'accord. On va rester à l'histoire des Mayas, parce que c'est de toute façon dans 2 jours. Alors vous avez dit tout à l'heure que Hollywood a beaucoup amplifié le phénomène 2012. En fait, les scientifiques aussi ont travesti quelque chose, parce que le calendrier des Mayas indique le 23 décembre, mais pas le 21. Seulement le 21 décembre... Non, on a gagné 2 jours. Seulement le 21 décembre... Il y a un alignement de la Terre, le Soleil et le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ça ne peut venir que des scientifiques. Bon, maintenant, juste un instant, question... vrai, ça, il y a cet Permettez-moi alignement juste de répondre à ça. Ouais. Oui, tous les solstices d'hiver, on peut dire qu'on est aligné. C'est-à-dire qu'effectivement, au solstice d'hiver, il se trouve que si on regarde le Soleil, le centre galactique est plus ou moins dans le coin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était beaucoup mieux alignés il y a 12 ans.
et chaque année, on est plus ou moins aligné. Donc les scientifiques ne vont pas venir dire que la fin du monde est due à ça. On peut dire que oui, c'est le solstice d'hiver. De fait, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Voici la question. Donc ça, c'est le changement du 23 vers le 21. De toute façon, l'alignement se fait 2 fois par année. Alors, maintenant, supposons que ça arrive. Moi, j'aimerais bien que ça arrive d'ailleurs. Que les Mayas aient raison et que le 21, ou peut-être le 23, il y ait la fin du monde. Mais le monde, il est fait de quoi? En physique, ils disent c'est fait de gaz et de poussière. En réalité, c'est fait d'énergie et de matière. Et ça va toujours de l'un vers l'autre avec un certain équilibre plus ou moins orienté. Question. Quand c'est la fin du monde, toute cette matière et cette énergie va aller où? Le bon Dieu va les caser où? Parce que c'est la fin, quoi. Ça va aller où? C'est bien la preuve qu'il n'y aura pas de fin du monde. Voilà, vous venez de répondre par vous-même. Votre question comporte sa propre réponse. Mais si effectivement on pourrait imaginer que la Terre soit frappée par une énorme astéroïde, que ça disloque littéralement la matière, Non. que ça l'envoie n'importe où dans l'espace en petits morceaux. Alors typiquement, c'est ce qui s'est passé assez au début, pendant la formation du système solaire, où la Terre s'est pris un astre un tout petit peu plus petit que Mars. La Terre n'avait pas encore tout à fait sa taille actuelle, elle était en train de se former. Et elle s'est pris un astre pratiquement de la taille de Mars dans la figure. Et c'est ça qui a en fait pulvérisé et emporté, mis en orbite une partie de la masse de la Terre et qui a formé la Lune, en fait, qui s'est réaccrétée en tant que Lune. Donc c'est arrivé dans le passé, à une époque où il y avait encore beaucoup de chenilles, on va dire, dans le système solaire. Maintenant, il a été très largement nettoyé. Les planètes qui restent sont celles qui sont bien stables sur leur orbite, en tout cas à échelle géologique, je dirais. Pas forcément à échelle astronomique. Et donc, cette possibilité-là de collision n'est plus vraisemblable. En revanche, l'expérience montre que rien ne se perd, rien ne se crée. Si vous arrachez quelque chose quelque part, ça va former un autre corps ailleurs, quoi, oui. Et une partie sera dissipée sous forme d'énergie, mais il y aura une nouvelle. La matière va se réorganiser. D'accord. Encore une dernière question. Ouais. Là. Il me semble que les prophètes, ils ont dit pas qu'il y avait la fin du monde, mais une extinction massive. Et là, maintenant, on n'est pas en train de vivre une extinction massive de toutes les espèces, biologiquement parlant, sur Terre? Massive, peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y a une énorme... On parle de l'extinction de l'Anthropocène. Et effectivement... Nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Alors, géologique, non, on ne peut pas dire géologique, mais effectivement, il y a une diminution du nombre d'espèces qui est due au fait qu'on est très envahissant et on goudronne beaucoup. Et donc, on réduit énormément les biotopes de plein d'espèces qui ont besoin d'espace et on réduit cet espace de plus en plus, donc beaucoup d'espèces disparaissent, effectivement. Mais je crois que les gens qui paniquent sur la fin du monde, ils pensent notre fin à nous. Je pense qu'ils s'en fichent un petit peu que le rhinocéros blanc se porte mal. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question, mais effectivement, il y a une énorme baisse du nombre des espèces à cause de notre envahissement, en fait. Jean Comfort. Oui, dans les romans de science-fiction post-apocalyptiques, s'ils existent, c'est que précisément, il y a toujours une petite poignée d'humains qui ont survécu. Et peut-être que le désir de fin du monde est aussi lié, alors à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, au fantasme d'être parmi ces survivants. Les élus. Et alors là, nous sommes dans un monde où tout est à refaire. Nous recommençons à zéro l'humanité. Depuis les siècles qu'elle se comporte mal, là, tout d'un coup, on efface tout et on peut recommencer. Et plusieurs de ces romans de science-fiction s'interrogent sur comment une société va pouvoir naître ou renaître alors que l'humanité a été exterminée de façon très radicale sur la Terre. Qu'est-ce qu'une poignée d'hommes vont pouvoir faire d'une Terre qui a été nettoyée de son humanité? Ça, c'est un fantasme de toute puissance, en somme,
prométhéen, pour le coup, que les romans de science-fiction relayent aussi. D'où toutes ces figures héroïques, voilà. Donc il y a un héroïsme post-apocalyptique très flatteur pour le fantasme. Si on est des survivants, heureusement, qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Et qu'est-ce qu'on ne va pas se révéler comme étoffe de héros? Alors que là, c'est un peu difficile dans le monde surpeuplé où nous vivons. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Bon ben, merci beaucoup, on arrive au terme de ce Science on tourne. Merci beaucoup pour toutes vos explications, Sylvain Ekström et j'ai oublié votre nom, voilà, il va revenir, Jean Comfer, merci. Je précise juste, vous avez participé à l'écriture de cet ouvrage de Claire Clivat, qu'on voit beaucoup d'ailleurs en ce moment sur la fin du monde, et vous écrivez un chapitre justement sur le nucléaire et les dangers du nucléaire pour la survie de l'espèce. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en février pour le prochain Science on tourne, si jamais on est encore là en février et qu'on aura survécu au 21 décembre. Voilà, merci beaucoup.